Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Avec Christian Page, ça Bonjour va bien? Marie-Hélène. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors Christian, deux histoires. Une qui se passe, à moins que je me trompe, en Angleterre? Non, elle se passe en France. C'est OK, parce que c'est deux enseignantes anglaises mais qui vivaient en France. L'histoire de deux Anglaises qui visitent la France. OK. Et en fait, ce sont les deux histoires que je vais te présenter. Ce sont deux histoires qui sont peu connues du grand public et qui pourtant, dans les milieux de l'étrange et de l'insolite, sont des références. Et notamment notre histoire avec nos deux institutrices anglaises. Alors, puisqu'on est dans nos éphémérides du mois d'août, reculons. L'événement dont je te parle s'est produit le 10 août 1901. Elles mettent en vedette notre histoire deux institutrices. L'une enseigne à l'université d'Oxford, ce qui est quand même assez prestigieux. Ben oui, tout à fait. L'autre, ça c'est Miss Moberly. Et Miss Jordan, elle habite à ce moment-là à Paris. C'est une Anglaise qui vit à Paris, qui donne des cours d'anglais à Paris. Et au moment où notre histoire se passe, Miss Moberly fait le voyage de l'Angleterre à Paris pour proposer un poste d'enseignante et d'associée à Miss Jordan. OK, pour qu'elle ait enseigné pour qu'elle à aille Oxford. retourner à Oxford. Okay. Alors, les deux dames, et l'histoire que je vais te raconter, elle est tout à fait extraordinaire, et tous les gens qui ont enquêté sur cette affaire-là sont unanimes, la fraude est exclue. Donc, on va discuter des possibilités. Mais il faut garder en mémoire que la fraude est exclue dans cette histoire-là. Donc, nos deux femmes sont à Paris. On est ce 10 août 1901. Elles décident d'aller visiter le château de Versailles. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Versailles. C'est en banlieue de Paris, à peu près à 30 Je suis allée à Paris, mais j'ai pas vu le château de Versailles. Donc, on est en banlieue de Paris, à peu près une trentaine de minutes de Paris. Donc, elles se rendent au château. Elles entrent. C'est une journée qui est plutôt maussade. Le temps est couvert, quelques averses en matinée. Donc, elles se rendent sur place. Elles entrent par la grande grille, font le tour du palais. Et il faut savoir que derrière Versailles, il y a de magnifiques jardins avec des fontaines tout à fait spectaculaires. Et à l'époque où le château a été construit sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, Louis XIV avait de nombreuses maîtresses et il a fait construire des petites dépendances derrière Versailles. Pour chacune de ses maîtresses. Dans lesquelles logeaient ses maîtresses. Et il y a également derrière Versailles une espèce de village où logeaient tous les gens, les majordomes, les employés au château de Versailles. Donc c'était immense. Donc nos deux institutrices font le tour du château et ensuite elles s'éloignent par les jardins. Elles veulent aller voir le petit Trianon, l'une de ces fameuses dépendances derrière le château. Et là, soudainement, et c'est très étrange cette histoire, alors qu'elles s'avancent sur les allées, elles sont toutes les deux prises par un sentiment d'oppression, une espèce de mélancolie. Et ce qui est surprenant, ni l'une ni l'autre ne va confier à sa copine ce qu'elle ressent. Mais elles se sentent pas bien. Là. Elles se sentent pas bien. Les deux femmes sont envahies par ce sentiment de mélancolie et elles continuent à avancer. Alors qu'au détour d'une haie, elles aperçoivent deux hommes. Et là, c'est important, je dis bien, elles aperçoivent, ce sont les deux, parce qu'on va voir dans ce qui va suivre, il y a des éléments de l'histoire qui sont absolument une dichotomie entre les deux récits, et pourtant, ce qui rend encore l'affaire plus fantastique. Donc, au détour d'une haie, elles aperçoivent deux hommes vêtus avec de longs manteaux. Ils portent des tricornes, donc cette espèce de chapeau qui était à la mode au 17e, 18e siècle, mais qui ne l'est plus vraiment en ce début de 20e siècle. Alors, elles aperçoivent ces deux hommes, grands manteaux, qui semblent bêcher la terre. Elles s'approchent, leur demandent la direction pour se rendre au petit Trianon. Les hommes leur indiquent une allée et elles s'engagent dans cette allée. Alors qu'elles continuent à marcher, et là c'est toujours surprenant parce que ni l'une ni l'autre ne va confier ce qu'elles voient à l'autre, mais elles ont de plus en plus ce sentiment d'oppression, ce sentiment de mélancolie. Alors qu'elles approchent du petit village, Miss Jordan voit, et je dis bien Miss Jordan parce que sa compagne ne verra pas la même chose qu'elle, Miss Jordan voit à travers une fenêtre une dame et une petite fillette âgée de 7 ou 8 ans derrière une fenêtre qui lui semble habillée à la mode d'autrefois. C'est vrai que la mode féminine au début du 20e siècle et la mode féminine n'a pas beaucoup changé quand même. On parle de robes froufroutantes, de grands chapeaux, mais quand même, il y a quelque chose dans l'aspect, dans le costume. Qui fait vieillot un peu. Qui fait vieillot. Donc, elle continue à avancer et à un moment donné, Miss Jordan voit dans ce petit village, il y a une maison et sur l'escalier, il y a un homme qui tourne vers elle, un visage ravagé par des cicatrices importantes, probablement une
probablement par la vérole ou la varicelle, mais il a le visage ravagé par des cicatrices importantes. Il tourne vers elle un visage inquiétant, menaçant. Alors, les femmes s'éloignent. Mais est-ce que les deux l'ont vu, non, lui? cette fois, seule Miss Jourdain va voir ça. Mais elle l'ignore à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Elle l'ignore et continue à marcher. Et là, elle voit arriver près d'elle un homme. Les deux le voient. Cet homme s'approche d'elle. Lui aussi semble habillé avec un vêtement d'autrefois, un chapeau, un tricône. L'homme semble un peu agacé de rencontrer les deux femmes dans l'allée. Elles lui disent qu'elles veulent se rendre au Petit Trianon. Il leur raconte quelque chose dont elles comprennent à peu près rien, si ce n'est qu'il faut tourner à droite. Elle tourne à droite, s'approche d'un autre bâtiment, une espèce de pavillon dont les fenêtres sont fermées. Et il y a une dame qui fait un dessin sur la pelouse. Miss Jourdain la voit très clairement. Et ensuite, elle retourne par derrière. Un homme sort d'une maison. Il leur dit qu'il faut quitter l'endroit. Il leur indique un allée et les femmes, au détour d'une étienne, peu à peu, ont l'impression que ce sentiment de mélancolie, ce sentiment d'oppression les quitte. Et voilà, elle regagne le château de Versailles. OK, mais là, j'ai une question, Christian. L'autre dame, le Miss Moberly. Oui, Miss Moberly. Elle n'a pas vu grand-chose, là. Elle a vu d'autres choses, des bâtiments plus neufs que qu'est-ce que Madame Jourdain voyait. OK, j'attends. Regarde la suite des événements. Okay. Donc, les deux dames rentrent à Paris et assez étrangement, elles ne parlent pas trop de leur expérience au château de Versailles. Elles restent plutôt très en surface. Ouais, c'était étrange, c'était bizarre, on se sentait pas bien. Mais à partir de l'automne, lors d'un voyage justement de Miss Jourdain en Angleterre, les deux femmes vont s'asseoir, commencer à faire des dessins, voir ce qu'elles ont vu et comparer leurs versions. Et effectivement, comme tu le dis, Miss Moberly a vu beaucoup moins que Miss Jourdain. Mais elle voyait apparemment des bâtiments beaucoup plus neufs que qu'est-ce que Miss Jourdain pouvait voir. Donc, c'est assez surprenant. Mais où est la vérité, là? Les dames sont tellement prises par cette histoire qu'elles vont retourner en 1902 à Versailles, mais ne verront pas les lieux comme elles l'ont vu l'année précédente. Les bâtiments leur semblent beaucoup plus vieux, vétustes que qu'est-ce qu'elles ont vu l'année précédente. Et ensuite, elles vont y retourner en 1904, toujours avec ce même sentiment que tout est plus vieux que qu'est-ce qu'elles ont vu. Elles vont se confier en 1910 à la Society for Psychical Research. Okay. Et en 1911, elles vont publier pour la première fois leur histoire sous 2 pseudonymes dans un petit manuscrit qui s'intitule An Adventure. Il faudra attendre 1959 pour avoir une version française dans un livre français avec une préface de l'homme de lettres Jean Cocteau, qui signe la préface. Quand même. On n'arrivera jamais à expliquer ouvertement ce qui s'est produit. Là, il y a toutes sortes d'hypothèses. Tu comprends, les amateurs de fantômes disent peut-être que Miss Moberly et Jourdain ont vu, non pas des fantômes, mais ce que eux appellent une hantise récurrente. Hein? Donc, une espèce de... comme s'ils assistaient à un film tourné dans le passé qui aurait été reprojeté devant eux. Mais dans ce cas-là, comment expliquer qu'il y a eu une interaction? Parce que les femmes interagissent avec les gens qu'elles voient. Alors d'autres imaginent l'hypothèse qu'elles auraient peut-être fait une espèce de bond dans le temps. Mais là, on est littéralement dans de la science-fiction. Christian, mais là, je vais te poser une question. Là. Quand Mme Jourdain avait des discussions avec des gens que l'autre voyait pas, elle se demandait pas avec qui l'autre parlait? Les 2 fois où elles se sont adressées à des gens, elles voyaient exactement le même personnage. OK, je comprends. Là. C'est des autres éléments. Ce sont c'est très particulier. Comme on dit, le diable se cache dans les détails, et ce sont dans les détails ici que l'histoire est fantastique. On a aussi proposé qu'elles auraient pu être dupées par une espèce de bal costumé, une réception costumée qui se serait tenue à Versailles, mais les vérifications n'ont pas apporté d'éléments de ça. Alors, on reste dans l'ambiguïté. Quelle était cette histoire des mystérieux fantômes de Versailles? En tout cas, il y a eu une apparition très particulière. Absolument. Il n'y en a jamais eu d'autres après, des apparitions du genre à Versailles? C'est faux. Il y a d'autres histoires de fantômes à Versailles, mais aucune qui ne ressemble de près ou de loin aux aventures de Miss Moberly Jourdain. OK. Bon, là, pour ta deuxième aventure, on s'en va, je pense, dans la baie de San Francisco. Oui, là, géographiquement, ça va mieux. Là, voilà. On se situe plus aisément. On est le 16 août 1942. Je dois te remettre un peu dans le contexte. C'est la Deuxième Guerre mondiale. L'attaque sur Pearl Harbor est survenue le 7 décembre 1941. Donc, elle est toute récente. Elle date de quelques mois. Les Japonais, durant le printemps de 1942, il y a eu quand même quelques escarmouches le long de la côte de la Californie. Un sous-marin japonais, par exemple, a immergé des eaux et a canardé Santa Barbara, par exemple. Donc,
il y a une espèce de peur des Japonais et pour réagir à ça, l'armée américaine va faire l'acquisition d'une flotte de 12 dirigeables, les fameux ballons Goodyear. Là, on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc, ils vont être notés du L1 au L12. Et tous les matins, ces dirigeables quittent leur base d'attache, qui est l'île de Treasure Island, qui est dans la baie de San Francisco, dont on peut se rendre par le Bay Bridge. Qui est très, très visité par les touristes. Voilà, absolument. Donc, c'est là que se trouve la base des dirigeables. Ils décollent, se déploient et patrouillent au-dessus de la côte. L'un de ces ballons, ce matin du 16 août 1942, décolle le L8. Son travail, c'est de se rendre au large, près des îles abandonnées. En fait, ce sont des îles inhabitées, qui s'appellent les îles Farallon. Il doit regarder ce qui se passe là, remonter un peu vers le nord et revenir à la base. S'ils détectent une présence inconnue, ils doivent d'abord larguer une bombe fumigène et ensuite, sinon, des explosifs pour faire remonter un sous-marin, si sous-marin il y a. Ce matin-là, donc, le dirigeable quitte, tout va très bien. Une communication vers 7h30, l'équipage, on parle de 2 hommes d'équipage, communique à la base. Ils ont découvert une tache d'huile suspecte près des îles Farallon. Okay. Donc, ils vont aller inspecter. À ce moment-là, il y a déjà un bateau de la US Navy qui est là et il y a un bateau des gardes-côtes. Ces gens-là voient le ballon arriver, ils se placent en position, vont larguer une bombe fumigène, tourner un peu en rond autour de cet espace-là et puis remonter. Donc, ils ne lancent pas de bombes, pas d'explosifs. Donc, apparemment, ils ont été satisfaits par ce qu'ils ont vu. Jamais le dirigeable n'est quitté des yeux par l'équipage de ces 2 navires. Hein? On observe le dirigeable. Qui sont sur l'eau. Sur l'eau. Donc, le dirigeable reprend de l'altitude et on n'a plus de communication avec les hommes. Donc, évidemment, les hommes à bord du ballon. À bord du ballon. Il y avait une communication qui devait se faire toutes les 30 minutes. Alors, le 8h arrive, 8h30, 9h, 9h30, rien. On commence à s'inquiéter. On demande si des gens ont vu le ballon. Vers 11h30, un vol de la Paname aperçoit le ballon. Il semble sous contrôle, tout va bien. Mais pourquoi l'équipage ne répond pas? Et à 11h45, le ballon, avec une enveloppe qui commence à se dégonfler, se pose dans une rue de Daly City, en banlieue de San Francisco. Les policiers, les premiers secours arrivent, on entre dans la gondole, la nacelle, les moteurs sont en position allumée, la radio en position allumée. Non, tu vas me dire que les gars sont plus dedans. Les passagers ont disparu. Ben voyons donc. L'armée américaine va enquêter pendant un an sur la disparition de l'équipage du L8 sans trouver d'explication. On n'a jamais retrouvé les corps. La plus vraisemblable, non, c'est qu'au moment de faire cette manœuvre de la bombe fumigène, l'un d'eux aurait-il été déséquilibré, son compagnon aurait voulu le rattraper, les 2 hommes seraient passés par-dessus bord, le ballon sans équipage aurait repris de l'altitude jusqu'à ce qu'une valve de sécurité explose et fasse redescendre le ballon. Mais si c'était le cas, comment expliquer que les hommes sur les 2 navires qui n'ont jamais quitté le dirigeable des yeux n'aient pas vu la tragédie? Non, il n'y a personne qui est tombé là. Et on n'a jamais retrouvé les corps. C'est les seuls membres portés disparus de cet escadron de dirigeables durant la J'aime ça Deuxième Guerre t'entendre, mondiale. mais des fois, là, tu me laisses avec des histoires là, qui me font faire des cauchemars. C'est vraiment une histoire extraordinaire. L'affaire du L8, c'est vraiment incroyable. Merci infiniment, Ça me Christian fait plaisir, Page. Marie-Hélène. À la semaine prochaine.